tous s'accordent à reconnaître que la révolution d'octobre a bouleversé l'histoire de l'humanité. Plus encore que les mouvements révolutionnaires, les classes dominantes ont retenu la leçon. Voyez comment leurs médias se déchaînent dans la commémoration de l'événement, multipliant reportages, tables rondes et rétrospectives. Journalistes et historiens labellisés s'échinent à réécrire le scénario. Vous imaginez leur tourment. Il faudrait expliquer comment des ouvriers, des moudjiks, des soldats guidés par des bolcheviks ont renversé un régime totalitaire et surtout jeté les bases d'une société mettant fin au système capitaliste et féodal qui écrasait le peuple russe. Expliquer cela en 2017, à un moment où sur toute la planète, les peuples se dressent contre la globalisation néolibérale et la domination des puissances impérialistes. Vous n'y pensez pas? Non, ce n'est pas pour cela que Bouygues, Dassault, Bolloré, Pierre Berger, Lagardère et autres versent des salaires mirobolants aux propagandistes de leurs médias. Leur mission, c'est de faire le procès de la révolution. Ils doivent persuader l'opinion qu'en fin de compte, ces rouges au couteau entre les dents qui ont renversé le tsar sont des criminels patentés et les inventeurs du totalitarisme. Il y en a même un, je crois que c'est sur France 24, qui a rendu Marx responsable des crimes de la révolution russe parce que celui-ci a incité les bolcheviks à la violence en parlant de lutte des classes. Ceci dit, les mercenaires médiatiques auront beau jacasser et déverser leur fiel, ils ne pourront jamais changer l'histoire et gommer la portée de la révolution russe. La révolution russe d'octobre 1917 a été le plus grand événement progressiste de l'histoire humaine parce qu'elle appelait à s'opposer à la guerre entre les peuples et parce qu'elle institutionnalisait le droit des minorités. Parce que les sentiments de fraternité internationaliste qu'elle portait inspiraient désormais des révolutionnaires de toute race et de toute nationalité dans une lutte commune pour la justice sociale. Parce qu'elle a concrètement instauré l'égalité entre les hommes et les femmes, alors qu'aujourd'hui encore, c'est loin d'être le cas dans les sociétés bourgeoises. Parce qu'elle a ouvert l'accès à la santé, à la protection sociale et à l'éducation aux classes opprimées et qu'elle a permis à des masses d'ouvriers et de paysans de gravir l'échelle sociale. Parce qu'enfin, elle a nourri une espérance pour tous les exploités et tous les peuples dominés de par le monde. Depuis octobre 1917, le monde a changé de base. C'est un véritable séisme qui a secoué l'ensemble des systèmes économiques et sociaux fondés sur la domination de certaines classes par d'autres et sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Depuis qu'existaient de tels systèmes, ceux-ci avaient été confrontés à toute forme de révolte, de jacquerie, de révolution ou d'insurrection. Mais là, pour la première fois, la démarche et le projet de société des dirigeants révolutionnaires s'appuyaient sur une maîtrise scientifique de la réalité permise par la théorie du marxisme et du léninisme.
C'est d'ailleurs ce qui explique la victoire de la révolution russe et c'est ce qui a rendu possible que se mettent en place les conditions de l'édification du système socialiste. Mais où en sommes-nous 100 ans après? Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Union soviétique, on entend parler ici et là de l'échec du système socialiste et de victoire du libéralisme. Nombreux sont les révolutionnaires, parmi les plus impétueux, qui ont déserté le front en se lamentant. Tout a échoué. Tous les pays socialistes européens ont été dépecés et sont revenus au capitalisme. Aujourd'hui, c'est un Poutine autocrate qui règne sur une Russie déboussolée. Beaucoup s'étaient imaginé que la révolution était un dîner de gala et, mystifiés par la propagande de l'ennemi, ont été incapables d'analyser les conditions dans lesquelles se sont développées les premières expériences d'édification du socialisme, incapables aussi de comprendre ce qu'est un processus révolutionnaire. Ont-ils une simple idée de ce qu'était la société russe avant 1917? Le niveau de développement du pays, le niveau de vie et d'instruction de la population? Ont-ils conscience de l'âpreté de l'affrontement qui n'a cessé d'opposer les classes déchues au pouvoir soviétique à l'intérieur? Mesure-t-il les effets sur un pays en construction des embargos, du blocage de transfert des technologies, de la subversion, de l'espionnage et des provocations orchestrées par les puissances impérialistes occidentales? Prennent-ils en compte les effets de la Deuxième Guerre mondiale et des sacrifices consentis par le peuple soviétique pour sauver l'humanité de la barbarie nazie? N'en déplaise aux esprits chagrins, la révolution russe a indéniablement ouvert la voie à l'avènement de la société socialiste et rien, absolument rien, ne pourra empêcher qu'à ce terme, celle-ci n'évince le capitalisme décadent. C'est vrai, la révolution chemine dans un univers de drame et de déviation. Elle connaît alternativement des périodes de stagnation ou d'accélération, des échecs et des succès. Mais cela, c'est le propre de tout ce qui vit. Pour les révolutionnaires d'aujourd'hui, l'essentiel est, d'une part, de tirer tous les enseignements possibles de la révolution russe et des premières expériences d'édification de la société socialiste, et d'autre part, en s'appuyant plus que jamais sur l'analyse marxiste, de définir la bonne stratégie et les tactiques opportunes qu'appelle la situation présente afin de poursuivre la marche vers le monde nouveau. Pour notre part, nous avons retenu que la lutte sur le front idéologique reste un élément majeur pour conduire à la victoire. La désinformation orchestrée massivement sur toute la planète par les médias aux ordres des classes dominantes doit être combattue sans discontinuer. On admettra, par exemple, que tant que l'opinion entendra de prétendus journalistes qualifier Fidel Castro ou Hugo Chavez de dictateurs, sans qu'elle ne sache rien des vrais dictateurs formés par les États-Unis à l'école de Panama, la majorité restera méfiante à l'égard du socialisme.
Nous sommes donc invités à accorder la plus grande attention à l'étude théorique, à la formation, à la pédagogie dans notre action aux côtés des masses populaires et surtout à notre rigueur idéologique en tant que militants. Nous avons retenu aussi que l'édification d'un parti d'avant-garde garantissant l'application d'une ligne politique révolutionnaire reste une exigence cruciale pour affronter victorieusement le système. C'est bien parce qu'ils veulent priver les mouvements populaires de cette arme-là que les réactionnaires font tout pour les dissuader d'avoir le moindre rapport avec la politique et les partis révolutionnaires sous le fallacieux prétexte de ne pas être récupérés. Nous avons retenu encore que l'équation personnelle des individus est un élément à prendre pleinement en considération dans l'organisation. Avec l'idéologie de classe qui reste persistante de façon inconsciente, mais aussi parfois en embuscade, l'état psychologique des individus est l'un des facteurs qui génèrent les luttes politiques internes aux partis. Tous les partis révolutionnaires ont l'expérience des difficultés entraînées par des changements de comportement liés à l'évolution du statut social ou encore par des problèmes d'ego, de jalousie ou de moralité. Autant de situations qui font le lit de la corruption et des trahisons. Nous avons retenu enfin que trop souvent, la volonté de rester fidèle au modèle de la révolution bolchevique nous a conduit à reproduire des formes d'organisation, de propagande et de lutte ne prenant pas suffisamment en compte la réalité socio-culturelle de notre peuple et de notre époque. Ce dernier point nous amène à parler des profondes mutations qui affectent le monde actuel et qui, selon nous, appellent à de nouvelles formes d'action révolutionnaire. Nous en aborderons 4. D'abord, sur le plan idéologique. Pendant des siècles, l'idéologie bourgeoise occidentale a cultivé le mépris des savoirs populaires et le racisme envers les peuples colonisés. En outre, les élites, y compris dans le milieu révolutionnaire, ont été formatées pour penser que d'elles seules pouvaient venir les solutions à tous les problèmes. Aujourd'hui, face à tous les dérèglements qui affectent la planète, les plus grands experts sont contraints de reconnaître la validité des savoirs populaires dans tous les domaines: agriculture, pêche, médecine, construction, préservation de l'environnement et du vivant, etc. Aujourd'hui, la primauté de la pensée collective commence à être reconnue. Cela peut être illustré par l'abandon des structures pyramidales dans le management, la recherche, etc. Il s'agit là d'un renouveau idéologique qui indique qu'une nouvelle organisation sociale est en train de se construire. À notre avis, la structuration des organisations révolutionnaires et les modalités d'intervention doivent tenir compte de cette réalité-là. Maintenant, sur le plan économique, personne ne peut douter qu'un basculement de grande ampleur est actuellement en cours. Les puissances impérialistes occidentales perdent peu à peu leur leadership. La distorsion entre le monde de la finance et l'économie réelle rend impossible toute stabilité de leur système. Face à cela, prennent corps
de nouvelles formes de production, de répartition des richesses, de distribution des biens et d'accès aux services, mis en place sous l'impulsion de gouvernements anti-impérialistes portés au pouvoir par des mouvements populaires. En outre, les peuples confrontés à la crise du système et aux conséquences dévastatrices des politiques néolibérales pensent des stratégies alternatives qui ont pour conséquence de favoriser des circuits économiques décrochés du modèle dominant. Enfin, partout, y compris dans les pays occidentaux, on assiste à une montée en puissance de l'économie sociale et solidaire. Ce sont autant de socles sur lesquels peut se construire l'autre monde possible. Troisièmement, sur le plan technologique, les modes de production et de distribution sont profondément transformés par l'introduction de l'informatique et du numérique dans tous les domaines de la vie. Dans le même temps, les nouvelles technologies de l'information et de la communication bousculent les relations de pouvoir. S'il est vrai qu'entre les mains des multinationales, elles sont outils de domination, d'exploitation et de mise sous surveillance de la société, les nouvelles technologies deviennent de plus en plus un champ de bataille où se joue l'avenir du monde. En attestent les luttes idéologiques menées à travers les réseaux sociaux, les cyberattaques de tous ordres, mais aussi leur utilisation pour la construction d'alternatives. Nous avons de gros efforts à faire pour penser et organiser efficacement la lutte sur ce front-là. Quatrième point enfin, sur le plan politique. Le développement de dynamiques citoyennes sur tous les continents traduit le rejet des modes de représentation politique et administrative obsolètes qui prévalaient dans les sociétés bourgeoises. Au-delà de la dénonciation des autorités en place et du tous pourris, s'exprime la volonté d'une participation directe aux prises de décision, donc au pouvoir. Dans le monde actuel, le savoir est davantage partagé. Les communications horizontales se généralisent et les structures sociales se modifient. Tout cela nourrit l'aspiration à un véritable pouvoir sur sa vie à tous les niveaux, donc à une véritable souveraineté et appelle à une transformation des institutions. S'il est vrai que bon nombre de mouvements citoyens sont instrumentalisés par les classes dominantes, la vulgarisation en leur sein d'idées justes et d'éléments de connaissances appropriées, la participation exemplaire et loyale des militants révolutionnaires peut conduire ces mouvements à devenir un formidable tremplin pour la transformation sociale. Voilà donc les thèmes sur lesquels nous pensons nécessaire d'approfondir notre réflexion. Pour terminer, je voudrais exprimer ma confiance dans l'issue de l'affrontement décisif qui s'annonce entre les forces du passé et celles de la Révolution. Au cours de notre exposé, nous avons présenté la Révolution d'octobre comme un séisme qui a bousculé les classes dominantes. À l'heure de conclure, nous affirmons notre conviction que de puissantes répliques s'annoncent à l'horizon
et que le tsunami des luttes populaires aura raison de la mafia des impérialistes, des multinationales et des spéculateurs. Oui, les peuples remporteront la victoire sur ces criminels prédateurs impitoyables qui font peser sur la planète et l'humanité de terribles risques de destruction. Oui, les peuples continueront à construire un monde équitable, respectueux de l'environnement et de l'intérêt des générations futures. Gloire aux précurseurs d'octobre 1917. Vive la révolution. Vive le socialisme. Vive l'idéal communiste.